Alors, bonjour Valérie, tout d'abord, Bonjour, et merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour les lecteurs avec roumains. plaisir. Bonjour. Et en effet, on va parler aujourd'hui de votre deuxième roman qui a été traduit en roumain à la maison d'édition littéraire. Il s'agit d'un roman avec un très joli nom, Changer l'eau des fleurs. Un roman, c'est Apă proaspătă pentru flori. Et voilà, le roman qui est assez Elle épais, elle est, elle est- 542 pages, je il est pense. magnifique, hein. Oui, il est très beau. Je l'avais pas vu. Oui, c'est Il est celui-là. magnifique. Waouh, trop beau. Et bon, enfin, avant de parler de ce roman, j'aimerais bien parler un peu de votre parcours littéraire. En effet, vous avez écrit déjà 3 romans et le troisième s'appelle Toi. Et en effet, vous êtes scénariste de métier. Vous collaborez avec votre époux, Claude Lelouch, pour des films, mais pourtant, votre grand amour, c'est la littérature et Oui. peut-être, je le dis, écrire des romans. Vous avez décidé quand précisément de devenir un romancier? En fait, on ne décide, en fait, on ne décide pas. Je crois que la vie décide pour nous, et les événements ont fait que moi j'ai été mariée, j'ai eu 2 enfants, j'ai travaillé beaucoup, et qu'à un moment de ma vie, en 2013, après avoir fini d'écrire deux, non, le premier scénario avec Claude, mais pendant 2 ans, j'ai vu dans ma vie 6 mois devant moi où j'avais le temps de finir mon premier roman que j'avais commencé 10 ans auparavant, auquel je Oui. pensais pendant 10 ans. Je vous laisse traduire si vous voulez. Non, 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 on va C'est OK? traduire après. D'accord, OK, donc je peux y aller. Oui. Donc c'est ça, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. En 2013, moi je portais mon premier roman qui s'appelle Les Oubliés du dimanche depuis très Oui. très longtemps. Et Mhm. là, j'ai eu un créneau dans ma vie où j'avais un salaire et pendant 6 mois, je pouvais écrire non-stop. Et j'ai fini Les Oubliés du dimanche. On était donc en 2013. Je l'ai envoyé à une maison d'édition en France, et j'ai tout de suite été retenue. Mon roman a été retenu et on m'a fait tout de suite signer quelque chose. Et comme il a connu tout de suite du succès, je dirais que le deuxième, Changer l'eau des fleurs que vous avez entre les mains, je crois que j'ai continué à écrire parce que mes lecteurs m'ont dit, s'il vous plaît Valérie, il faut continuer, vous nous faites du bien, n'abandonnez jamais l'écriture. Et j'avoue que mes lecteurs m'ont beaucoup, beaucoup encouragé à continuer à écrire. Et là, j'ai eu l'idée d'écrire Changer l'eau des fleurs et puis maintenant un troisième roman. C'est comme ça que c'est la Mhm. vie qui a décidé pour moi aussi. Oui. Mhm. Voilà. Et puis surtout, je le dis à chaque fois, donc je le précise là, on n'a rien sans travailler. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Par exemple, Changer l'eau des fleurs, et même le premier, c'est énormément de travail tous les jours. Et de pas abandonner, parce qu'on a souvent envie d'abandonner. Oui, c'est intéressant parce qu'en effet, vous avez grandi en Bourgogne, Oui, dans une famille dont le père était footballeur. oui. Et voilà, j'imagine un peu, je suis curieuse, si vous étiez une petite fille qui aimait plutôt aller voir son père jouer du football, ou plutôt une petite fille qui lisait beaucoup, ou je ne sais pas, qui était un peu Alors retraite. déjà, euh, euh, des fois, parfois, je l'accompagnais euh, aux entraînements ou quand il était lui-même entraîneur, parce qu'il est devenu entraîneur, et j'allais jouer à côté parce que je me fichais complètement du Mhm, foot. Et puis, ce que j'ai adoré, c'est après ça, il est devenu journaliste. Donc là, j'étais plus adolescente et il était journaliste et je partais avec lui faire les tournées pour aller voir les matchs parce qu'on était dans les tribunes de presse et j'écoutais ce que les journalistes se lisaient dans les tribunes de presse. C'était mhm. plus, en fait, je crois qu'au niveau du foot, j'étais plus intéressée par les footballeurs parce que c'était des beaux garçons. Donc j'étais plus Oui. intéressée par les footballeurs quand ils rentraient dans le stade et qui sortaient de l'entraînement et de ce qui se passait autour plutôt que des matchs en eux-mêmes. Mhm. Bon, alors, vous avez écrit un premier roman, comme vous disiez, Les Oubliés du dimanche, dont l'action se passe dans un EHPAD dans Oui, une certaine mesure. oui, Voilà. oui. Et pour votre deuxième roman, vous avez choisi un endroit qui est un peu, disons, décalé. C'est assez bizarre comme endroit. Il s'agit de votre roman Changer l'eau des fleurs, qui a été vendu en France en presque 1 million d'exemplaires.
qui est traduit dans une trentaine de pays, qui en Italie l'année passée a été le Oui. livre le plus vendu, voilà, dans l'année de la pandémie. Et pourquoi pensez-vous que ce livre et l'histoire et le personnage de ce livre a fait les gens se sentir tellement attachés? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont trouvé de Alors, ce que je, précieux alors, ce dans que ce je, livre? alors, ce que je pense, c'est que la protagoniste, la personne qui raconte cette histoire, c'est Violette, Mhm. et que je crois qu'elle est extrêmement attachante. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens me parlent de cette femme comme si elle existait, comme si elle était leur Oui, sœur ou leur tante ou leur maman. C'est quelqu'un de très important. C'est vraiment quelqu'un qui les prend par la main, qui leur raconte, qui nous raconte son histoire, qui est une histoire extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. Et malgré tout, on sent que chez cette femme-là, il y a énormément de lumière et que pour vous donner une image, elle est pleine de failles, mais qu'elle laisse la lumière entrer à l'intérieur de ces failles et que du coup, ça en fait une personne très réelle et très, très humaine et très proche des gens. Et je crois qu'en période de Covid, où on s'est retrouvé à la maison, enfermé, euh, oui. il y avait quelque chose dans l'espace de Violette, la petite maison qu'elle habite près du cimetière, avec les chats, avec son chien, avec les jardins, le jardin potager, avec le rapport extrêmement simple qu'elle a à la nature Mhm. et avec les autres. Je crois que ça a rassuré et ça a plu aux gens. Et puis il y a autre chose aussi qui est propre à mes trois romans, c'est qu'il y a toujours d'une manière différente dans mes romans une quête de vérité, donc comme une enquête policière. Dans le premier, il y a un corbeau, quelqu'un qui appelle et dont on ignore l'identité, qu'on découvre à la fin. Dans Changer l'eau des fleurs, il y a une grande, longue enquête autour d'un événement dramatique qu'on ne révélera pas, mais qui fait que c'est presque comme un policier. On le lit presque comme un policier. Et je crois que tous ces ingrédients-là ont fait que ça a aidé au succès du roman, je crois. Puisque vous avez parlé de votre personnage Violette, en effet, son nom n'est Oui. pas aléatoire. C'est un nom qui suggère beaucoup de choses. On peut Ouais. dire que c'est une métaphore. Et vous l'expliquez d'ailleurs au début du livre pourquoi elle s'appelle Violette. Je vous prie de nous expliquer un peu pourquoi Oui, ce bien nom, sûr. Déjà, Violette. violettes, il n'y a rien de plus beau que les fleurs qui sont des violettes Mhm. parce qu'elles sont toutes petites. Elles sont d'une beauté, d'une grâce absolue. Il y en a encore beaucoup en ce moment dans les fossés. On a l'impression que c'est une fleur fragile, alors qu'en fait, c'est une fleur rustique qui n'est pas du tout fragile. Elle semble fragile. Je dirais comme à l'image de Violette, mon personnage, qui a l'air plutôt toute fine, toute fluette, toute fragile, mais qui est une femme forte. Et surtout, elle est née, quand, le jour de sa naissance, elle était toute violette parce qu'elle était mort-née. On l'a posée sur un radiateur, elle s'est réchauffée et en fait, elle était vivante. Et la sage-femme, comme elle a été abandonnée le jour de sa naissance, elle est née, je ne sais pas comment on appelle ça en Roumanie, mais en France, ça s'appelle les enfants qui sont nés sous X, donc qui sont déclarés nés sous X, donc sans père et sans mère. Comme la sage-femme était là, elle a vu qu'elle était violette et qu'elle a repris les couleurs, l'a prénommée Violette. Donc c'est déjà, l'histoire de sa naissance est déjà compliquée, et pourtant elle a vécu. Et Oui. elle s'appelle Trenet. Pareil, on lui invente un patronyme, un nom, Violette Trenet. Et Trenet, Charles Trenet, c'est un chanteur très Oui. très connu en France, qui chante plein. Je ne sais pas s'il est connu un peu en Roumanie, On mais connaît la peut-être un chanson petit La peu. mer qui est La mer célèbre. qu'on va Voilà. danser, voilà. Donc très célèbre. Et après, plus tard, beaucoup plus tard, Violette, adulte, va épouser un homme qui s'appelle Toussaint. Donc elle s'appelle Violette Trenet, épouse Toussaint. Et la Toussaint en France, c'est ce qu'on appelle la fête des morts, c'est le 1er novembre. C'est quand Oui. on célèbre nos morts, quand on fête nos morts. Voilà. Ah, je vais vous avouer que j'ai noté une dizaine de... Bon, j'ai une dizaine de pages sur lesquelles j'ai Oui, noté beaucoup de choses. Je ne sais pas oui. si on va arriver à parler de tout ça. Mais bon, passons un peu à l'action du livre parce qu'en effet, on plonge dans la vie de cette Violette Toussaint, Oui, qui est une femme avec une vie assez difficile, avec oui. un passé qui est un peu traumatisant. Mm. C'est une femme qui a été garde-barrière à un moment donné et maintenant, dans le roman, elle est garde-cimetière, un métier pas comme les autres, Non, disons. non. Elle tombe amoureuse d'un homme, Philippe Toussaint,
Et cet homme, un jour, d'un jour à l'autre, il disparaît tout d'un coup. Il est Oui, disparu en effet depuis oui, 19 ans. oui, On parle un peu de la solitude de cette femme qui arrive travailler dans un cimetière, mais ce cimetière, j'ai l'impression que il la rend heureuse. Et c'est assez paradoxal. oui, vrai. Comment est-ce qu'on peut regarder ce bonheur à la proximité d'un cimetière? C'est un peu étrange. Oui, je sais, ça peut paraître étrange, mais c'est vrai qu'elle aime son métier, qu'elle s'y sent bien, Mhm. qu'elle euh, euh, elle a un quotidien, malgré les enterrements, parce qu'il y a des enterrements qui sont toujours plus compliqués que d'autres, même si on ne connaît pas la personne qui est inhumée, il y a toujours des enterrements qui sont plus compliqués que d'autres. On imagine quand c'est quelqu'un de jeune, par exemple, c'est super douloureux d'être à proximité d'une famille qui est dans un chagrin incommensurable. Mais je crois qu'elle a un quotidien. D'abord, elle est très entourée. Les fossoyeurs sont beaucoup là avec elle, viennent souvent manger avec elle. Il y a le curé qui vient beaucoup parler avec elle. Il y a de grandes conversations avec le curé. Il y a les gens de passage. Et puis, il y a tous ces habitués, toutes ces petites veuves, tous les gens qui viennent tous les jours, qui viennent voir Violette, qui viennent boire un verre dans sa loge. Elle s'occupe beaucoup, beaucoup des fleurs aussi dans le cimetière. Oui. Donc, elle est beaucoup au contact de la nature et ça, on sent que ça la remplit pleinement de joie. Euh, on sent que le cimetière est beau, elle dit que c'est beau, c'est dans la campagne, c'est un cimetière de campagne. On sent qu'il y a il y a beaucoup les oiseaux, il y a beaucoup d'animaux. Comme le dit Violette, il y a les chats qu'elle nourrit, son chien qui la suit partout. On sent que le quotidien n'est pas compliqué, qu'il n'est pas difficile. Il y a des gens pour qui les métiers sont beaucoup plus compliqués. Je pense aux gens qui travaillent à la chaîne, je pense aux gens qui travaillent dans les usines et tout, où je pense que le quotidien est beaucoup plus compliqué que celui de Violette. On comprend qu'en plus, elle, de chaque petite chose qui pourrait paraître, comment dire, pas inaccessible, mais chaque petite chose où on pourrait dire ça n'a pas d'importance, pour Violette, ça en a. Juste Oui. une fleur qui pousse, un rayon de soleil, un peu de vent dans les arbres. Ça peut paraître pour plein de gens complètement anodin. Elle trouve que c'est magnifique. Elle trouve que chaque chose est magnifique, que la nature est belle, et elle voit ce que les autres ne voient pas dans ce qu'il y a de plus précieux et de plus beau. Et je crois que c'est sa force. Et je crois que grâce à cela, son quotidien en est absolument magnifique. D'ailleurs, on le ressent dans votre livre que euh, pour Violette, le bonheur est fait vraiment de Oui, oui, petites choses. oui. D'un Oui, coup, elle je nous apprend pensais, à vivre, hein. oui, 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 c'est quelque chose de très fort, Violette, tout ça. C'est pas rien. C'est un personnage, comme je vous disais, qui est très fort. Et puis en plus de ça, moi, je l'ai pas fait exprès quand je l'ai écrit. Moi, je me suis dit, je vais livrer l'histoire d'une femme entière. Je vais livrer une histoire à mes lecteurs, mais je me rends compte que mes lecteurs, pour eux, c'est grâce à Violette, c'est des clés. Elle leur donne des clés pour les aider à mieux vivre, pour les aider à mieux accepter la mort, mieux accepter la vie, mieux accepter le quotidien. C'est aussi, je crois, un roman qui aide beaucoup à traverser les passages de deuil, qui aide beaucoup à faire un deuil quand on a vécu un deuil, un deuil très douloureux. Changer l'eau des fleurs les aide beaucoup à se remonter. Il y a oui. plein de gens qui me disaient au début, j'osais pas le lire parce que j'ai perdu quelqu'un de ma famille et c'était compliqué de me replonger là-dedans. Mais en fait, c'est le contraire qui se passe. C'est que quand les gens traversent un deuil compliqué, ce livre les aide beaucoup à aller mieux. Et puis, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est, par rapport à Violette et l'environnement de Violette. Mais c'est pas grave, ça reviendra dans Oui, la conversation. c'est bon. Mm. En effet, il y a plusieurs histoires qui se passent dans ce cimetière parce qu'il y a des histoires qui s'entrelacent. Ce sont les histoires des gens qui sont sous terre et les histoires des gens qui sont Oui, sur terre. Il y a oui, ce contraste. Et à la proximité du cimetière, il y a un petit paradis qui est la maison de... C'est paradoxal, mais un petit paradis, le jardin et la maison de Violette. oui. Et j'adore votre personnage. Je vous dis, les lecteurs vont l'aimer. On a envie de boire un café avec elle dans sa petite cuisine au mur blanc, sans tableau et tout. Et je pensais qu'en effet, pour écrire une histoire qui se passe dans un cimetière, il faut beaucoup se documenter. Vous Oui, avez choisi un cimetière qui existe vraiment en Bourgogne oui. pour votre roman?
Oui, alors j'ai choisi le cimetière de Guignon. Ça ne vous dira rien, c'est une toute petite ville en Bourgogne, une ville qui, où, quand j'étais enfant, avait 12 000 habitants. Et Oui. aujourd'hui, avec la désertification des villages, vous connaissez ça pour aller en ville, il n'y a plus que 7 ou 8 000 habitants. Et quand j'étais petite, alors je me souviens plus parce que voilà, j'ai été Mhm. protégée, je touche du bois, j'avais pas, personne n'était enterré dans ce cimetière. Mais je sais ce que je voulais dire, ça revient, c'est que la configuration du cimetière de Violette, dans le livre, c'est la configuration du cimetière de là où j'ai grandi. Il y a une maison à l'entrée et il y a Mhm. plusieurs parties, partie ancienne, partie des enfants, partie plus moderne, et puis maintenant, ce qu'on a, c'est la partie où les gens se sont fait incinérer. Hein, c'est comme le jardin des Oui. âmes, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, depuis 15 ans, on va dire, beaucoup de gens qui ne veulent plus être enterrés, mais qui sont incinérés et qui sont là ou dans le jardin, ou qui sont dans les, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas le crématorium, mais c'est des petites, c'est comme Oui. des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle. Comme une Oui, bibliothèque de... oui, c'est comme une Voilà. bibliothèque des âmes, en tout cas Oui. des cendres de ceux qui sont restés. Et donc, c'est vraiment cette configuration-là. Au milieu des champs, alors on voit bien la ville en bas, mais il y a quand même les champs au bout et les vaches qui sont dans les prés, qui broutent dans les prés à côté du cimetière et qui ressemblent beaucoup au cimetière de Violette, même si moi j'ai appelé la ville Brancion en Châlons dans le roman, une ville qui n'existe pas. J'ai ajouté deux noms de villes qui sont bourguignonnes en fait. J'ai inventé ça. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en plus de ça, il y a deux façons de voir le cimetière, où on le voit comme un endroit de tristesse, où on le voit comme justement le jardin des âmes. Et il y a Mhm. beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment se promener dans les cimetières, parce que les cimetières peuvent être très beaux. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de petits mots d'amour qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup, qui sont très présents dans le cimetière, puisque chaque paragraphe que j'ouvre dans Changer l'eau des fleurs Oui. est ouvert par une épitaphe ou par des paroles de chansons. Et c'est vrai que quand on se promène dans un cimetière, il y a des vraies balades à faire parce qu'il y a beaucoup de fleurs et effectivement beaucoup de mots d'amour qu'on peut lire sur les tombes et qui font qu'il y a des photos. Enfin, c'est très, très intéressant aussi. Je sais que moi, j'habite à Montmartre quand je suis à Paris. Et à Paris, il y a le cimetière Montmartre à côté de chez moi. Et c'est un endroit de paix et de beauté absolue. Il y a d'immenses arbres. Et l'été, vous vous promenez dans ce cimetière, il y a beaucoup d'ombre, il fait bon. Au printemps, en été, il fait bon. Il y a beaucoup de gens qui le traversent et qui s'y promènent. Il y a beaucoup de bancs. Beaucoup de gens vont s'y asseoir pour lire, s'y reposer. Il y a plein de cimetières comme ça qui sont très beaux. D'ailleurs, j'avais retenu un petit fragment sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est important de mettre des photos sur les tombes, Oui, sinon on n'est plus qu'un nom. La oui, mort emporte aussi les oui, visages. oui, Et il y a beaucoup d'histoires dans votre roman, des tombes qui sont des tombes de jardin, mais sans photo. Et Violette oui. en parle beaucoup. Mm. Et il y a aussi, on ne parle pas seulement de l'histoire de Violette, mais il y a aussi une autre histoire d'amour. Bon, je ne vais pas dire trop de détails pour ne pas, je ne sais pas, pour ne pas gâcher la surprise des lecteurs. Voilà. Mais à un moment donné, il y a un homme qui vient chez Violette dans son cimetière, Julien Seul, qui porte la lettre de sa mère, dont le désir, avant de mourir, a été que ses cendres soient dispersées sur la tombe d'un homme qui Oui, est enterré dans ce cimetière. oui, Et alors là, il y a une autre action dans le roman parce que c'est un petit énigme qu'on va dévoiler à la absolument. fin, on va comprendre Oui, un peu. oui, oui, Et c'est très intéressant parce que l'homme qui est enterré là-bas, c'est un avocat, Gabriel Prudent. Et je sais que vous avez eu pour inspiration oui, un personnage qui maintenant est le ministre de la Justice. oui, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, c'est complètement vrai. Il s'appelle Éric Dupond-Moretti. Moi, j'ai eu la Mhm, chance, l'immense privilège de le voir plaider il y a, ça fait longtemps maintenant, il y a 8 ans à peu près, dans une mhm. ville magnifique de France qui s'appelle Aix-en-Provence. Et j'ai eu la chance de le voir plaider. Et après, j'ai eu la chance de travailler avec lui à travers mon mari. On a fait un film avec lui qui s'appelle Chacun sa vie. Et c'est un personnage très, très... c'est un homme extrêmement intéressant, euh, extrêmement romanesque, avec une grande Oui. personnalité, très intelligent, très brillant,
qui m'a vraiment fascinée et je me suis inspirée de lui. Je l'ai imaginé en homme amoureux parce que c'est vraiment un Oui. personnage de cinéma. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'après ça, il a fait du théâtre, il est monté sur scène pour raconter ses plaidoiries. Et c'est un homme fascinant. Et du coup, je l'ai transformé en personnage, c'est vrai. Il s'appelle Maître Dupond-Moretti. Moi, je l'ai appelé Gabriel, Prudent Gabriel, parce que c'est le prénom que je trouve extrêmement beau. Et puis Prudent, parce que c'est le nom de famille d'un ami à moi. Et c'est vrai que j'ai imaginé une femme tomber amoureuse de cet homme-là. Et surtout cet homme qui tombe amoureux de cette femme. Et l'histoire de la maman de ce personnage qui va rencontrer Violette. Et à partir du moment où le fils de cette femme, là, pour que ce soit clair, effectivement, le fils de cette femme qui est flic, policier, inspecteur loin d'ici, ne comprend pas pourquoi sa mère veut reposer sur la tombe de cet homme dont il n'a jamais entendu parler. Il va dans le cimetière en Bourgogne. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il y a de la lumière dans la maison de Violette, il frappe un matin pour comprendre pourquoi sa mère veut être enterrée dans ce cimetière, veut reposer avec cet homme dans ce cimetière. Elle veut que son urne soit déposée sur la tombe de cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit de la lumière, il frappe et là, il découvre Violette. Et à partir du moment où cet homme va frapper à la porte de Violette, nous allons découvrir toute la vérité, tout ce qui concerne Violette, tous les secrets qui y a autour de cette femme, mais aussi Oui. tout ce qu'ont vécu cet homme et cette femme pour vouloir à ce point-là reposer ensemble quand ils seront morts. En plus, Monsieur Moretti, il a travaillé quand il était plus jeune comme fossoyeur. Et, Incroyable. Et ça, je l'ai appris bien oui, après, hein. C'est un oui, truc il de a fou. travaillé comme Absolument. fossoyeur. Et Mais c'est alors, il y a incroyable. quelques... Oui, et il fume beaucoup comme votre avocat dans le livre, Oui. voilà. Et en plus, je voudrais qu'on parle alors des fossoyeurs. Euh, Moi, je trouve que c'est un métier tellement difficile. Je pense Oui. que bon, Oui. c'est quelque chose de très dur à Oui. travailler. Sûrement. Il y a Nono qui ressemble à Oui. Georges Brassens, comme vous le dites. Oui. Il y a celui qu'on appelle Elvis parce qu'il essaye Oui. de Oui. chanter comme Elvis, mais Oui. il ne réussit pas. Et il y a Gaston. Est-ce que vous avez parlé avec des fossoyeurs Oui. avant de Alors, faire le portrait de ces gens? oui. Parce que, Alors oui. justement, c'est grâce à mon frère qui m'a dit, écoute, si tu veux faire ce livre-là, interroge le fossoyeur, un homme qui a été fossoyeur pendant 30 ans dans la ville dont je vous ai parlé tout à l'heure où j'ai grandi. Et Mhm. cet homme que je l'ai rencontré s'appelle Norbert Jolivet et il est en retraite maintenant, Norbert. Et il m'a raconté 30 ans de sa vie. Et c'est incroyable parce que c'est vraiment dans la vie un personnage très, très attachant, très intéressant, extrêmement drôle. Et il m'a dit que cette phrase magique, je l'ai rencontré dans des bars, Mhm. je le rencontrais toutes les semaines, et je l'interviewais quand j'étais chez mes parents. Et la première phrase qu'il m'a dite, il m'a dit: j'ai jamais autant ri que quand j'étais au Oui. cimetière de Guignon, ce qui est complètement paradoxal. Et donc, il m'a raconté toutes les blagues qui se faisaient, tous les moments tellement drôles. Et tout ce qu'il m'a raconté, je l'ai enregistré et c'est dans le roman. Notamment une anecdote où ils ont mis le feu au sac à main d'une petite dame. Ils faisaient plein de gaffes comme ça, ils faisaient des blagues entre eux, c'était terrible. Et par contre, aussi, dans le roman, je l'ai repris parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, j'ai assisté à tous les enterrements, mais quand on enterrait un enfant, je n'y allais pas. Je me faisais Oui. remplacer, je ne pouvais pas assister aux enterrements des enfants. Et ça, c'est vraiment lui qui me l'a dit. Et c'est magique parce que euh, c'était pas du tout prévu. Mais quand j'ai interviewé cet homme, je me suis dit, mais je vais le mettre dans le roman. Et il est devenu Nono. Et c'est le meilleur ami et vraiment le meilleur ami ouais, de Violette dans le roman. Et c'est marrant comment la vie rentre dans un roman, et notamment Oui. effectivement dans ce roman Changer l'eau des fleurs, un mélange de vraie vie et d'invention totale et de fiction. Et puis j'ai aussi interviewé un homme qui lui a un magasin de pompes funèbres à Trouville-sur-Mer Oui. en Normandie. Et lui m'a raconté le quotidien, qu'est-ce que c'était, comment les gens choisissaient le cercueil, le bois du cercueil, les chansons, les textes, les fleurs qu'il voulait le jour de l'enterrement d'un des proches. Comment il a fait des enterrements, il n'y avait personne. Des enterrements, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de monde. Enfin, c'était très intéressant. Ouais. Et j'ai interrogé ces gens-là. Et après, je l'ai retranscrit dans le roman à ma façon.
Oui, je disais, quand j'ai lu le titre de votre livre, je n'ai pas pensé à un cimetière. Après, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ben, peut-être que c'est un peu triste, mais ce n'est pas du tout le cas parce que l'atmosphère que vous créez, c'est très sereine. Et je pense que c'est grâce à Violette et à ces personnages qui sont assez marrants. Il y a des moments où vraiment on rit beaucoup. Et en plus, il y a beaucoup de musique dans votre roman. Et je ne parle pas ici seulement des débuts des chapitres dont vous parliez tout à l'heure, où on voit des vers qui sont sur les plaques mémoriales, mais il y a aussi des paroles, des chansons que vous aimez, ou des vers, des chansons ou des poèmes que vous avez lus. Euh, et je pense que ça, c'est un des secrets de la sérénité de ce livre. Vous avez choisi comment toutes ces chansons, toutes ces paroles, il vient d'où? Déjà, il y a quelques chansons qui, je le sais, parce que ça, on me l'a dit, sont très présentes aux enterrements. Je pense à une chanson, et il y a un chanteur en France très très connu qui s'appelle Jean-Jacques Goldman, une Oui. chanson magnifique qui s'appelle Puisque tu pars. C'est une chanson qui est très récurrente dans les enterrements. Il y a aussi des chansons de Francis Cabrel, aussi, qui est un chanteur français, euh, ou quelques chansons qui sont beaucoup reprises aux enterrements. Et il y a la chanson de Daniel Guichard qui s'appelle Mon vieux aussi. Et puis après, un mélange de genres. Je pensais à une chanson d'un jeune chanteur, enfin jeune, ouais, il est jeune quand même, il est plus jeune que moi, qui s'appelle Raphaël Laroche et qui chante une chanson absolument magnifique qui s'appelle Dans 150 ans. Et dans 150 ans, on ne se souviendra pas. Et je trouve que c'est magnifique de se transposer à qu'est-ce qui se passera dans 150 ans. C'est pour ça que c'est aussi une leçon de vie, cette chanson-là, parce que dans 150 ans, on ne sera plus là. Et c'est tout de suite maintenant qu'il faut profiter de la vie, parce que dans 150 ans, ben, voilà, on sera mort, enterré et poussière. Et alors, aujourd'hui, comme on est vivant, il faut en profiter. Et ça, c'était une parole de choses très importante dans mon roman. Voilà. Et puis, beaucoup de chansons d'amour avec des petits textes qu'on retrouve sur les tombes, de ce que les vivants veulent laisser aux morts, et puis de ce qu'ils veulent laisser à voir à ceux qui passent devant une tombe. Voilà. Tu passes devant la tombe de quelqu'un et tu vois, il y a des mots qui sont inscrits sur cette tombe, ou sur la plaque, ou sur la tombe, et c'est ce que les vivants veulent laisser voir de cette personne qui a disparu. Je me souviens plus de toutes les chansons parce qu'il y en a beaucoup. Il y avait une chanson de Pierre Barou aussi. Pierre Barou, c'était un auteur-compositeur, interprète, qui était très proche et ami, très proche de Claude, qui a écrit beaucoup de chansons de Un homme et une femme, et qui a été enterré pendant que j'écrivais la chanson pendant que j'écrivais le roman Changer l'eau des fleurs. Et du coup, cet enterrement-là se retrouve dans le, dans le roman. Cet enterrement-là se retrouve, et du coup, j'ai repris des chansons, euh, Le courage d'aimer. Il avait écrit Le courage d'aimer, je l'ai mis dans le livre. Je me suis servi je me sers toujours de ce que je vis dans la vie pour le mettre dans mes romans. C'est peut-être aussi pour ça que les gens aiment tellement mes romans, c'est parce qu'ils retrouvent aussi beaucoup Oui, de la ils s'y vie, de leur reconnaissent vie. un peu. Oui, ils s'y Voilà. reconnaissent. Voilà. Et en effet, je dois avouer que j'ai lu le livre vite fait parce qu'une fois qu'on commence, on se met à lire, il faut dévorer le livre donc jusqu'à la fin Mm. parce qu'on devient curieux. C'est comme on dit en anglais, le livre a beaucoup de twists. Donc, Ouais. il y a beaucoup de choses. On ne va pas dévoiler, comme on a dit au début, il y a des choses qui se passent avec l'ex-époux de Violette. Oui, très intéressant. Qu'est-ce qu'il est Qui devenu est ce très mari et pourquoi il a intéressant. disparu du jour au lendemain? Mm. Oui, voilà, Oui, on va apprendre à un moment c'est un donné ce qui personnage s'est très passé. intéressant. Mm. Oui. C'est un Et personnage clé. je sais que c'est le genre de livre qui se prête bien à à devenir un film. Et Ouais. je suis sûre, en effet, que vous allez écrire peut-être le scénario de ce film. Et je me demande comment est-ce que vous l'envisagez en tant que film? C'est à quoi que Alors, je vous l'ai tenez déjà, beaucoup? j'ai longtemps envisagé de d'écrire le scénario et Mhm, de le mettre en scène. Et puis, il y a eu le confinement, il y a eu ce Covid qui nous a fait beaucoup réfléchir et beaucoup repenser nos vies. oui. Euh, il est terrible, et en même temps, je crois qu'il a amené beaucoup il a fait une grande mise au point dans nos vies. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout envie
de partir dans un travail énorme de préparation, d'écriture, de tournage, de montage, etc. Et du coup, je ne peux pas l'annoncer officiellement parce que rien n'a été signé pour l'instant, mais normalement, il devrait être adapté pour faire une série, je crois 4 ou 6 épisodes de 52 minutes pour une plateforme, et plutôt, alors je dis bien plutôt, mais rien n'est signé et rien n'est engagé, en langue italienne. Donc à voir, un peu comme L'Amie prodigieuse a été adapté. Donc à voir, parce que c'est vrai qu'en Italie, vous le disiez au début de l'entretien, c'est un phénomène littéraire. C'en est un en France, mais c'en est un en Italie très très fort. Et du coup, il y avait un très gros producteur, un très bon producteur artistique qui voulait le développer en série. Mais ça va sans doute se faire, mais ça ne sera pas moi. J'ai suffisamment eu de recul maintenant. D'abord, j'ai écrit un troisième roman. Et Oui. puis, je sais qu'un jour, peut-être, je retournerai du côté de chez Violette. Et du coup, je préfère continuer à écrire et laisser les gens faire le travail de la mise en scène, parce que c'est un autre travail, c'est un autre métier. Et je vais laisser les gens qui savent merveilleusement filmer et adapter, je vais leur donner la liberté de l'adapter. Parce que ce sera aussi un autre regard et ce sera aussi très intéressant de Vous voir ce que avez les dit, autres font. vous avez dit à un moment donné que Violette a changé votre vie. Elle l'a Oui, bien changé sûr. comment? Ah ben Vous êtes très déjà, attaché de ce personnage. elle a totalement changé ma vie, hein. Parce que d'un coup, elle a été traduite dans 30 langues. Déjà financièrement, ne nous mentons pas, arrêtons de se mentir financièrement. D'un coup, elle m'a protégée pour jusqu'à ma mort, elle, et puis mes enfants aussi. Donc ça veut dire que d'un coup, il y a une vraie protection Oui, sur moi, autour de moi, grâce à elle, sur mes enfants et moi-même. Et puis elle m'a permis du jour au lendemain de pouvoir vivre de l'écriture. Il y a très très peu d'auteurs aujourd'hui qui ont le privilège de pouvoir vivre de leur écriture. c'est Aujourd'hui, je vrai, crois que oui. grâce à Violette Toussaint, je peux vivre de ma plume. Mon roman 3 a été merveilleusement accueilli. Il est sorti le 31 mars en France. Et hier, il est sorti premier des ventes en France. Ça y est, les numéros 1 des ventes en France au Oui. bout d'un mois. Et je crois que, enfin, je crois pas, je suis sûre, c'est grâce au succès de Violette. C'est-à-dire que les gens ont tellement aimé Changer l'eau des fleurs qu'ils n'ont pas réfléchi et qui se sont jetés sur mon troisième roman en se disant c'est la personne qui a écrit Changer l'eau des fleurs. Et en plus, il s'avère qu'il plaît beaucoup, que du coup, le bouche à oreille est fantastique. Et donc, du coup, tout ce succès-là que j'ai si vite avec mon troisième roman, en grand format, c'est grâce à Changer l'eau des Grâce à fleurs. Violette, oui. Mm. Et Euh, aussi, Les euh, Oubliés du dimanche a quand même été vendu en poche, en version poche en France. Et on est à plus de 450 000 exemplaires. C'est énorme, énorme. Et c'est aussi grâce à Violette, parce que du coup, quand les gens ont lu mon deuxième roman, oui. ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? Et du coup, ils ont acheté le premier. Et grâce à Changer l'eau des fleurs, grâce à Violette, les gens ont découvert ma première histoire à laquelle je tiens énormément. Bien sûr que ça a changé ma vie. Alors, malheureusement, bon, on n'a plus de temps, mais quand même, je voudrais vous prier de transmettre un petit mot au lecteur de Roumanie et pourquoi Mm. pas quelques conseils de lecture parce que c'est quand même un roman très épais, Oui. oui. Et je pense que quelques conseils de lecture, ça va les aider un petit peu à déchiffrer toute l'intrigue que vous avez Des, des, créée là-dedans. des conseils de lecture autour de Changer l'eau des fleurs. Ben, Oui, voilà. j'ai envie de vous dire, comme je le dis pour le troisième, essayez de le lire doucement, même si vous êtes tenté de vous coucher à 4 heures du matin pour connaître la suite. Vous forcez C'est ce que à j'ai lire fait, petit à voilà. petit. Je sais parce que pour mon troisième roman, c'est le cas. Tout le monde me dit on arrive à le lire doucement au début, et puis après on craque et on finit par le dévorer. Donc mon conseil de lecture, c'est d'essayer de prendre le temps, comme Violette, de Oui. prendre le temps, d'être dans le jardin pour le lire ou de se mettre seul, d'essayer de se garder une demi-heure, 1 heure par jour. Et il n'y a pas d'autre conseil de lecture. Voilà, le lire tout doucement, tranquillement, s'isoler. Peut-être attendre le bon moment aussi, ça dépend des gens. Peut-être attendre les moments des vacances pour le lire tranquillement, je ne sais pas. Je pense que c'est un livre qu'on peut lire en toute saison, en buvant du thé ou le soir, mais en étant bien tranquille. Voilà, quand les enfants dorment. Et surtout dans la Voilà. présence de quelques fleurs ou
dans un jardin, c'est Oui. idéal. Voilà. Si on a la chance d'avoir un jardin, c'est mieux. Oui, Mais si on oui. a un appartement, attendre d'être tout seul, tranquille. Voilà. Alors, moi, je suis très heureuse de vous avoir connu aujourd'hui, Moi Valérie. aussi. Et merci encore une fois. Et bien sûr, Frida. espérons qu'un jour, vous puissiez Pardon, venir en Roumanie, j'éternue. Ah, moi aussi, revenir en Roumanie. j'aimerais On ne bien. sait jamais, peut-être pour votre troisième Oui, roman, ouais, 3, j'aimerais qui bien. va être Ouais, peut-être traduit aussi en roumain. C'est le roman j'aimerais d'une bien. amitié à ceux que je connais Ouais. Ce que je et qui vous ai vient de dit votre enfance. Oui, ce que je vous ai dit au début de notre entretien, je suis venue à Bucarest un mois et demi en oui. 2009, en juin 2009, je suis restée un mois et demi et j'ai adopté un chien On qui entend est en maintenant, roumain, voilà. ouais. Voilà. Voilà. Alors, je vous embrasse fort de la Moi aussi, part je vous embrasse. de tous les lecteurs de Roumanie Merci et beaucoup. bon courage Merci et beaucoup. succès et Merci. Passez à une bonne bientôt. journée. Passez une très belle Oui, journée. À bientôt, à j'espère. Au bientôt, revoir. madame. Au Merci revoir. beaucoup. Au Au revoir, revoir. Frida. À bientôt. Au revoir. De ziua noastră, tu primești cadoul. La zilele aniversare Litera ai peste 2500 de titluri cu reduceri de până la 90%, cadou garantat la orice comandă și evenimente de neratat. De 32 de ani aducem cartea în casele românilor. Hai pe litera.ro să-ți alegi ce citești.